Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Formule 1, pour faire le débrief du dernier Grand Prix du Qatar. Nous sommes à 2 manches désormais de la fin du championnat du monde de Formule 1 et c'est toujours indécis au classement général du côté des pilotes et du côté des constructeurs, mais on reviendra là-dessus dans la suite et dans la fin même de cette vidéo. Bien entendu on va revenir sur les pilotes au top, les flops et les pilotes moyens. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à me dire si j'étais trop sévère, pas assez sévère avec certains pilotes. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Voilà, mais on va commencer tout de suite par cette vidéo. On va commencer par un point qui a les petits points qui font un petit peu polémique. Forcément, cette semaine, ça a été les zigzags. Les zigzags, ça a fait parler sur Twitter, les zigzags avec Jacques Villeneuve. Il y a des pilotes qui sont trop agressifs. C'est vrai que j'étais assez d'accord avec certaines personnes sur Twitter qui trouvaient que Jacques Villeneuve, à un moment, c'était trop, quoi. Quand il y a un moment, Vettel protège sa position. C'est-à-dire, surtout quand tu connais le pilotage de Jacques Villeneuve, qui avait quand même un pilotage, surtout à l'époque Sauber et Renault, sur la fin de sa carrière, très agressif. Ça me fait toujours un peu rire. Mais on a toujours le droit de se défendre, quoi. À un moment, il le dit sur Vettel, je sais plus, Vettel prend aux 150 mètres, décide de se décaler à l'intérieur. Ça, t'as le droit de le faire. Ce que j'aime pas, par contre, c'est les pilotes qui font intérieur, qui reviennent au milieu de la piste et qui reviennent à l'intérieur ou qui se redécalent à l'extérieur. Non, à partir du 150 mètres, pour moi, t'as choisi ta zone de défense. Voilà, et tu peux plus rebouger. Par contre, de bouger légèrement, aux 150 mètres, de se pointer vers l'intérieur, oui. Par contre, faire gauche-droite, non. Mais là encore, c'est le problème des pénalités de la FIA, parce que autant faire ce que j'appelle le serpentin, ce que faisait Simon Pagenaud, notamment aux 500 miles d'Indianapolis, ça te vaut un drapeau noir et blanc. Par contre, ce que fait Carlos Sainz, qui a toujours des défenses, je trouve, de position très, très agressive, il est assez coutumier de faire milieu de piste, de se décaler à l'intérieur, de revenir milieu de piste. Lui, il se prend jamais de drapeau blanc et noir. Et à un moment, il faut aussi que la FIA ait de la logique au niveau des sanctions, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment d'un côté. Alors là, cette semaine, on a eu les sanctions, notamment sur la grille de départ. Là, c'était des sanctions tout à fait logiques. Verstappen était sous double drapeau jaune, donc on a considéré qu'il n'avait pas assez ralenti. Donc ça, c'était 5 places. Bottas, c'était aussi pour ça, mais la sanction était moins importante. Mais il y avait une raison logique, je ne l'ai plus en tête, mais il y avait une raison qui me semble logique pour qu'il ait moins de places de pénalité que Max Verstappen. Et puis voilà, donc les problèmes de zigzag qui, je trouve, étaient un peu moins importants que ce que disait notre ami Jacques Villeneuve, qui parfois a vu des changements de direction, je trouve, un peu trop importants. On va revenir sur le circuit. C'est un tout nouveau circuit pour la Formule 1, un circuit qui accueille normalement la MotoGP, le circuit de Losail, circuit qui est hyper spectaculaire pour les Formule 1. Et pourtant, j'avais un peu peur du côté des Formule 1 qu'on s'ennuie un petit peu. Alors moi, j'avais peur qu'il n'y avait pas de dépassement, pas parce que la piste n'est pas assez large, mais tout simplement parce que les voitures auraient eu beaucoup de mal à suivre. Ça n'a pas été le cas. On a eu quand même quelques dépassements, surtout sur le virage 1, il faut le dire. Mais il y a eu quand même des dépassements et des belles manœuvres, parce que dans le virage 1, on pouvait se défendre quasiment jusqu'au virage 3. Voire le 4, on pouvait se défendre pendant très longtemps. Et puis il y a l'enchaînement 12, 13, 14, 15 qui est juste absolument fantastique avec ces voitures. Et tous les pilotes l'ont dit, mais même c'est dans les caméras embarquées, on voit que les pilotes prennent du plaisir, quoi. C'est vraiment un très beau circuit. Ce circuit de Losail, je sais même pas s'il a été conçu par Taike. C'est pas marqué qui l'a conçu sur Wikipédia. Je crois pas que c'est Hermann Taike qui l'ait conçu ce circuit-là, ce qui veut peut-être dire que j'ai pris du plaisir parce que c'était pas Hermann Taike. Moi j'ai toujours un petit souci avec les circuits d'Hermann Taike. Mais ça a été vraiment une très très belle piste. Alors peu de pilotes étaient venus.
à part, je crois, Sergio Pérez, et il y avait un autre pilote aussi qui avait déjà fait une course du côté de cette piste. Et ce qui a été aussi intéressant, parce que ça a amené un petit peu de la réflexion du côté des ingénieurs, du côté des pilotes. En plus, c'est un circuit où on peut, avec plusieurs trajectoires, aller à peu près à la même vitesse. Donc ça, c'est aussi très intéressant de ce côté-là. Et je trouve que ça a été un beau Grand Prix du côté de la Formule 1. Et c'est une belle trouvaille. Pourtant, j'étais pas sûr en début de saison. Dommage au niveau des pneus. Mais Pirelli a toujours eu du mal avec les circuits, avec des grandes courbes. Que ça soit Silverstone, que ça soit Spa, la Belgique, que ça soit donc la Losail. Donc c'est pas vraiment une surprise. Moi, je me suis dit, même si Pirelli embarque les pneus les plus durs, c'est un circuit où ça va être très compliqué au niveau des pneus, et je m'attendais à beaucoup plus de difficultés au niveau des pneus. Heureusement qu'il y a eu la Virtual Safety Car, parce que peut-être que les deux Alpines auraient crevé, mais il y a eu au final que trois crevaisons, alors après assez impressionnantes. Et surtout, ce qui m'inquiète toujours moi avec ces crevaisons, c'est que j'ai l'impression que il n'y a pas de signe avant-coureur avec ces pneus Pirelli, c'est-à-dire qu'on voyait pourtant dans toutes les équipes, on leur demandait est-ce qu'ils avaient des difficultés avec les pneus, est-ce qu'ils sentaient des vibrations, est-ce qu'ils sentaient que le pneu perdait vraiment de la performance et était à la limite. Et beaucoup de pilotes dans les communications radio disaient on a des légères vibrations, mais vraiment c'est pas un gros problème. Et pourtant, le pneu de Bottas, il a cédé. Et il a cédé logiquement parce qu'il cède d'usure, tout simplement. Le pneu était usé, il cède dans la petite collerette à l'intérieur. C'était pareil pour les deux Williams, mais il n'y a pas de signe avant-coureur. Donc c'est assez étonnant de ce côté-là. Alors du côté des deux Williams, je trouve que quand même, on aurait pu arrêter Latifi. Williams n'a pas fait preuve d'une grande intelligence, je trouve, à ce moment-là. Et puis j'ai adoré aussi le circuit de Losail. J'ai oublié de parler de le dernier virage, qui est pas facile parce qu'il passe quand même assez vite. Il faut vraiment trouver le point de corde. Il y a peu de place, tu vois pas en sortie. C'est vraiment pas un circuit facile. Et pourtant, j'avais des doutes parce que moi, à l'époque où j'avais encore un ordinateur de gaming, on attend les Black Friday avec impatience. Ça fait depuis 1 an et demi que j'attends d'acheter un ordinateur. J'avais joué au premier, j'ai le premier R Factor et j'avais joué sur ce circuit avec une voiture de tourisme, mais j'avais pas pris un grand plaisir à rouler sur cette piste. Donc il faut y aller avec des Formule 1 pour vraiment s'amuser. Et puis même sur le jeu MotoGP, sur les jeux MotoGP où il y a le circuit, j'avais jamais pris un grand plaisir à Losail non plus. La note du Grand Prix, moi j'ai mis 16 sur 20. Il y a eu ça a été spectaculaire. Alors déjà, il y a eu la pénalité pour Verstappen qui, je pense, a aidé beaucoup dans ce Grand Prix. C'est aussi un circuit avec 2 arrêts au stand. Je trouve qu'en termes de stratégie, c'est beaucoup plus intéressant qu'un seul arrêt, bien entendu. Ça permet de faire des stratégies un peu sympas. Et puis on a eu une course où ça a été spectaculaire. Il y a eu des balles-bagarres. Je pense notamment à Ocon en fin de course. Je pense à Alonso aussi qui a fait un très bon début de course. Les qualifications aussi qui étaient assez sympas. Et puis le circuit est juste dingue. Et forcément entre le Paul Ricard où il n'y a aucune passion sur cette piste et ce circuit-là. Et pourtant c'est un circuit où il y a des dégagements en goudron, alors qu'ils sont pas aussi importants que sur d'autres pistes, mais quand même il y a des dégagements en goudron et pourtant les pilotes se sont amusés comme des petits fous. Donc faut réfléchir à la manière de faire le circuit du Paul Ricard, peut-être. Bon, 16 sur 20, donc voilà, c'est la note du Grand Prix, parce que j'ai pris énormément de plaisir à regarder cette course. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je vais commencer avec Pierre Gasly. 10 sur 20 pour Pierre. Vous allez me dire, la note est peut-être un petit peu sévère. Il y a plusieurs pilotes ce week-end où les notes sont pas faciles à donner. Je pense notamment à Charles Leclerc, à Stroll, à Gasly, Tsunoda, même Bottas. Les notes n'étaient pas forcément évidentes vu qu'il y a une grande différence entre leur rythme de qualification et leur rythme de course. Pourquoi 10 sur 20 ? Énorme qualification pour Pierre Gasly. Énorme qualification, en plus grâce aux pénalités de Verstappen et Bottas, il part deuxième.
Donc voilà, départ en première ligne pour la première fois de sa carrière, mais de toute manière en qualification, il a explosé encore une fois Tsunoda, mais il avait un très grand rythme en qualification, parce que regardez Tsunoda 1 seconde, et Pierre Gasly, voilà, lui colle encore 2 dixièmes et demi, et j'ai envie de dire qu'il était assez proche même de Bottas, me semble-t-il, parce que Bottas, voilà, il y a 1 dixième et demi entre lui et Bottas. Pourtant avec des voitures qui sont bien différentes. Il s'est vraiment très bien qualifié, donc la super devant Pérez notamment aussi, hein, il faut le rappeler, assez largement devant Pérez. Donc vraiment un très grand tour de qualification. En course, pas de rythme du tout, ce qui semble assez surprenant. Même lui, dans son interview de fin de Grand Prix par, je crois que c'est Laurent Dupin hein, qui faisait l'interview, on a dit voilà, on n'a pas été à notre niveau, on n'avait vraiment pas de rythme, pas de vitesse pendant toutes ces courses, et j'ai donné le maximum au début du Grand Prix, mais je me suis assez vite aperçu en suivant Fernando Alonso que je n'avais pas de rythme, et ça allait être très compliqué en termes de stratégie. De toute manière, quand t'as pas de rythme, tu peux pas faire grand chose. Malgré que ça soit un circuit où c'était pas si évident que ça de dépasser, il finit quand même en dehors du top 10. L'écart avec Alpine vraiment augmente et sera difficile à inverser la tendance. Il faudrait vraiment qu'Alpine se plante sur les 2 dernières courses et qu'AlphaTauri fasse un Grand Prix, que Pierre fasse un Grand Prix fantastique pour que la situation s'inverse. Dommage pour Pierre, parce que la qualif était très bonne, mais encore une fois, pas du tout de rythme en course, et je peux pas mettre plus que la moyenne. Quand vous partez en première ligne sur la grille de départ et que vous ne finissez pas dans les points, il y a eu un vrai problème. Alors est-ce que c'est parce que Pierre a trop travaillé, AlphaTauri a trop travaillé sur les qualifications, qui s'attendait que ça serait vraiment impossible de dépasser sur cette piste, et qui se disait bon bah même si on n'a pas de rythme en course, de toute manière on pourra faire bouchon et on finira 4e, 5e ou 6e. Et au final, bah, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on puisse dépasser peut-être un peu plus facilement, et que les F1 arrivent quand même à se suivre. Ou est-ce que c'est pour d'autres raisons qu'ils n'ont pas réussi à s'en sortir? Est-ce que ce sont les dégâts sur le fond plat également de Pierre Gasly, le changement de fond plat suite à la casse de l'aileron en fin de Q3 qui a engendré des gros problèmes sur la voiture? Peut-être, mais le constat est qu'il n'avait pas de rythme en course. Je continue avec Esteban Ocon. Moi j'ai mis 15 sur 20 à Esteban Ocon. Week-end vraiment très solide de la part d'Esteban, même s'il est légèrement il est en retrait hein, par rapport à Fernando Alonso. Il a quand même fait une super course. Lui aussi, il fait partie de ces pilotes qui ont vraiment très bien roulé en course et qui ont eu un gros écart de rythme, parce qu'il finit quand même top 5 en partant 9e. C'est presque une meilleure course, je dirais, qu'en Hongrie. Même si en Hongrie, il a quand même dû lutter face à Sébastien Vettel pendant 65 tours, hein, quasiment. Avec Sébastien Vettel tout le temps derrière lui, accroché à ses basques. Mais là, il fallait quand même rester devant les 2 pilotes Ferrari, rester devant l'Aston Martin de Stroll, alors qu'il n'avait plus de pneus. Il avait plus de pneus, contrairement à Alonso qui lui pouvait ralentir son rythme parce qu'il avait un peu de marge sur Pérez. Il y avait 9 secondes sur Pérez à 7 tours de l'arrivée, je crois me rappeler Alonso. Ocon, il n'avait pas d'avance. Il a dû se bagarrer pendant toute la course, mais il a fait un Grand Prix solide. Alors certes, encore une fois, je le répète, aidé quand même, je pense, par un Virtual Safety Car, parce que s'il n'y avait pas eu la Virtual Safety Car, peut-être qu'il aurait fini 7e ou 8e. Mais il a fait une sacrée course, un sacré week-end Ocon. Encore une fois, quand je disais, je sais plus, il y a 1 ou 2 vidéos, quand je disais que Alpine a vraiment cette année maximisé au maximum son matériel, bah je répète un peu ce que j'ai dit. Ils ont maximisé leurs résultats par rapport au matériel qu'ils possèdent. Parce qu'ils n'ont pas un matériel fantastique à Alpine. Hein. Ils ont une voiture qui a très peu évolué par rapport à la spécification 2020. Parce qu'ils travaillent énormément pour 2022. Et ils arrivent quand même à faire une victoire, un podium. Certes, ils ont été inconstants cette saison. Il y a 2 courses, je crois qu'en Hongrie ils prennent 37 points, là donc ils prennent 25. Voilà, hein, quand tu regardes leur classement au championnat du monde constructeur, c'est, je dirais, la moitié des points qui ont été pris sur 2 courses. Oui,
Mais ils ont été quand même régulièrement au moins une voiture, voire deux voitures dans le top 10 cette année. Moi, je pense qu'il faut quand même souligner ce niveau-là de performance par rapport, encore une fois, à une voiture qui n'était pas exceptionnelle, je pense, cette année. Et donc Esteban Ocon, 15 sur 20, solide, Grand Prix solide, même si on a plus vu Alonso, et je vais parler d'Alonso un peu plus tard dans cette vidéo, il faut quand même souligner ce qu'a fait Esteban Ocon ce week-end avec encore une fois une grosse pression de ses adversaires. On passe tout de suite aux pilotes au top. Les pilotes au top avec Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, c'est le premier pilote au top. Pourquoi premier pilote au top ? Grand Prix fantastique, voilà, j'ai mis 18 sur 20 parce que Lewis a fait une très très bonne course, en plus avec un ancien moteur. C'est ça qui est assez fort de la part de Lewis, c'est que il a été dominateur pendant tout le week-end, parce que même Verstappen, il n'a pas réussi à vraiment menacer Lewis Hamilton, que ce soit en qualification en course. Ça a été un petit peu la course, ce Grand Prix pour Mercedes, un petit peu le Grand Prix du Mexique pour Red Bull. Enfin pour Hamilton, je dirais, un peu le Grand Prix du Mexique pour Red Bull et surtout pour Verstappen, mais il avait un tel rythme ce week-end, Hamilton, qu'il était vraiment imbattable, et avec l'ancien moteur. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même un déficit de puissance. On le sait depuis quelques courses qu'ils ont une grosse perte de puissance avec l'usure du moteur. Cette année chez Mercedes qu'ils n'avaient pas auparavant. Et là, oui, ils ont eu il a réussi à s'en sortir malgré un vieux moteur. Ce qui est intéressant aussi, parce que je pense que vendredi soir, au départ, c'était prévu que vendredi soir, ils changent de moteur, qu'ils prennent le moteur Brésil. Il n'a pas changé de moteur et il prend des points. Il remarque des points, l'écart se réduit de nouveau entre les deux pilotes de tête, et il va avoir un moteur assez frais pour les deux dernières courses de la saison, Jeddah et Abu Dhabi. Et cette année, Abu Dhabi, on a les grandes lignes droites, mais on va aller très vite au bout de la première ligne droite parce que on a retiré toute la portion très lente à la fin du premier secteur. Vous saviez, cette épingle et puis les deux virages dents avant cette épingle, tout ça a été supprimé. On a fait une épingle mais qui est beaucoup plus large au niveau d'angle d'ouverture du virage. Et puis également au bout, on a supprimé la deuxième chicane bout de ligne droite pour mettre une grande courbe. Ça va être un circuit plus exigeant au niveau des pneus, mais l'avantage c'est que si vous avez un gros moteur, ça va être beaucoup plus intéressant pour vous. Et puis ça veut dire également qu'avec un gros moteur, il va pouvoir braquer un peu plus ses ailerons pour le dernier secteur. Ça aussi, c'est avantageux. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je dirais quand même que Jeddah, circuit inédit, on sait que Mercedes a toujours un avantage sur les circuits inédits parce qu'ils ont une force, une capacité de travail au niveau de leur équipe qui est au-dessus. Ça semble quand même plutôt rassurant pour Hamilton pour aller chercher des points. Alors est-ce qu'il ira chercher le titre? Ça c'est la grande question, mais je pense que ça va jouer au dernier Grand Prix et que ça va jouer dans les toutes dernières secondes, peut-être sur le meilleur tour en course. Ça pourrait jouer sur le meilleur tour en course qui serait une première du côté de la Formule 1, très clairement. On continue avec Fernando Alonso. Fernando Alonso, j'ai mis 17 sur 20 pour le pilote espagnol. Très bon Grand Prix, très bon week-end, circuit qui convient à son pilotage. On l'a dit, Julien Febvre l'a répété pendant tout le week-end. C'est un pilote qui est très direct au niveau de sa direction, c'est-à-dire qu'il met des grands coups de volant, mais il n'en met qu'un seul pour prendre l'angle du virage. C'est pas un pilote qui cisaille énormément son volant comme peut faire Lance Stroll. Et puis circuit inédit et l'Alpine tout de suite dans le rythme aussi. C'est une voiture, l'Alpine, qui a toujours aimé les grandes courbes. C'est pour ça que j'étais assez surpris même de la victoire cette année en Hongrie, parce que c'est plutôt une voiture qui aime les courbes rapides. Et ils s'en sont très très bien sortis, vraiment. Et puis ce premier virage, il le prenait extrêmement bien. Peut-être grâce à son expérience Indy, même si le banking n'est pas énorme sur le premier virage. Ça doit être 2-3 degrés grand maximum de banking. Mais forcément, il prenait très bien le premier virage. Et puis après, il s'amusait dans le dernier secteur, Alonso. Quand vous regardiez la voiture, il s'amusait totalement dans le dernier secteur. Et puis après, on a vu l'expérience de Fernando Alonso sur la gestion de fin de course avec les pneus. Le fait aussi que l'Alpine a toujours eu une tendance à peu user les pneus.
dans sa carrière, on va dire, cette voiture-là, depuis 2-3 ans. C'est l'une de celles qui tape le moins dans les pneus. Et c'est un avantage sur des circuits à 2 arrêts, parce que eux, ils peuvent vraiment travailler beaucoup plus sur leur stratégie. Et Fernando, il a été très très bon dans sa gestion de course, sa gestion des pneus en fin de course. Moi, je suis pas sûr que Perez l'aurait dépassé. Même si on a vu après la Virtual Safety Car qu'il n'y avait plus que 2 secondes 7, il n'a pas pris de risque sur la fin de course. Alonso, je suis pas sûr que Perez aurait réussi à aller le chercher. Surtout qu'Alpine Renault aurait peut-être mis un surplus de puissance moteur vu que ils jouent la 5e place du championnat, mais ils peuvent prendre une pénalité, donc ils auraient peut-être usé au maximum le moteur, ce qui n'est pas forcément le cas de Perez. Donc voilà, très bon week-end de la part d'Alonso, très bon, rapide en qualif, rapide en course devant Esteban Ocon. Je sais pas si on a retrouvé le grand Alonso. Je pense que c'est pas le Alonso de 2005-2006, parce qu'il a pris de l'expérience déjà, il a pris de la maturité. Je pense qu'il avait pas la même maturité à l'époque, il avait 25 ans. Mais je pense que c'est Alonso qui maintenant se contente de son matériel et essaye de tirer le maximum de son matériel. Et ça, je pense qu'il a pris ça en expérience de McLaren, Honda. Et peut-être aussi de son travail en endurance, où tu peux pas avoir les réglages optimum en endurance, tu es obligé de partager ta voiture. C'est peut-être là où il a amélioré ce principe-là. On savait qu'on nous disait chez Ferrari, il était très exigeant au niveau des réglages, il voulait vraiment une voiture qui fonctionne de telle manière et pas d'une autre manière. Et peut-être qu'il est un peu moins exigeant, c'est peut-être pas le bon terme, hein, mais un peu moins complètement concentré là-dessus. Peut-être qu'il a réussi à comprendre que oui, des fois avec un réglage peut-être un peu moins bon, on peut quand même être performant et ça peut être mieux pour la voiture, même si ça convient un peu moins bien à mon pilotage. Et puis on s'était beaucoup moqué du fait que... des gens s'étaient moqués du fait qu'il demande une nouvelle direction assistée. On voit sur cette piste que la nouvelle direction assistée, ça a eu un effet très positif sur les résultats de Fernando Alonso. Et puis, beaucoup de pilotes auraient pu arrêter de travailler en cours de saison. Et lui, il a vraiment donné le maximum en termes de performance. Je continue avec Verstappen, 17 sur 20 pour Max Verstappen. Très bon week-end aussi de Max. Pas aidé, pénalité quand même, il faut le rappeler. Il avait juste un matériel qui était moins bon que le matériel Mercedes en qualification. Et ce matériel-là était un peu meilleur en course, il me semble. Mais il y avait quand même un déficit de performance assez important pour le pilote néerlandais. C'est dommage pour Max Verstappen, mais voilà, il manquait un petit peu de rythme pour le pilote néerlandais ce week-end. Voilà, on aurait préféré peut-être chez Red Bull tenter de faire le trou ce week-end, mais ça n'a pas été le cas. Et puis c'est vrai que c'est dommageable. C'est encore une fois le fait que du côté de chez Hamilton, on a un vieux moteur, donc c'est-à-dire que vraiment ça s'est fait avec le châssis. On voit que c'est un circuit qui a quand même mieux convenu au châssis, on va dire à plat, parce qu'Aston Martin aussi s'en est très très bien sorti ce week-end. Et donc oui, Verstappen je pense est un peu déçu, surtout qu'il se dit que Jeddah ça va peut-être pas forcément être à l'avantage de leur équipe. Ça peut être également compliqué à Abu Dhabi avec cette nouvelle configuration de piste qui conviendra peut-être moins au Red Bull. Donc un petit peu difficile pour Verstappen, parce que je pense que on a senti cette semaine que c'était plutôt Christian Horner qui était assez fébrile. Et en même temps ça peut se comprendre, parce que Christian Horner ça lui est arrivé qu'une seule fois dans cette situation-là de bagarre avec une autre équipe pour le titre pilote. Il n'y a que 2010, parce que 2009, Braun était au-dessus en début de saison et il y avait eu une bagarre, mais qui n'était pas très intense au final pour le titre de championnat pilote et le titre constructeur. Ça avait été très gentillet entre Ross Braun et Christian Horner. 2010, ça avait été un peu plus difficile avec Alonso. Vous avez piégé Alonso et Vettel était devenu champion du monde à Abu Dhabi. Mais c'est le seul moment où il y a eu de la pression. Et là, j'ai eu l'impression vraiment de beaucoup de fébrilité pour l'ancien pilote britannique, pour Christian Horner. Et c'est peut-être que Toto Wolff est en train de gagner le match
Faut se méfier de Toto Wolff. On croit que c'est un grand bonhomme sympathique. C'est un gagneur, c'est un vrai gagneur. Quand tu vois Toto Wolff, depuis le Brésil, tu vois, il y a tout un truc qui s'est mis en place en termes de stratégie de communication. Et peut-être qu'ils sont en train de faire perdre les nerfs de Red Bull. On verra sur les 2 dernières courses, mais est-ce que Red Bull va pas craquer? Moi, je suis pas rassuré de ce côté-là. Et puis je termine du côté des pilotes au top avec Lance Stroll. 15 sur 20 pour Lance Stroll. Pourquoi? Le pilote Aston Martin qui a été très très bon ce week-end. Lance Stroll, moi j'ai bien aimé ce qu'il a proposé en termes de pilotage. Voilà, il fallait vraiment retrouver du rythme, surtout qu'il a eu quand même un enchaînement de courses compliquées, notamment le Mexique, où je lui avais mis 4 sur 20, mais il n'a pas eu des très très bonnes notes cette saison. Je pense que ça va être sa meilleure note, même cette année à Lance Stroll. Il a été très bon en course, très bon rythme de course, et quand je vous disais que c'était compliqué de noter certains pilotes sur ce week-end, c'est le cas de Stroll. Je mets 15 sur 20, mais par rapport à son rythme de course, parce que son rythme de qualification il était un peu nulle part par rapport à Vettel, mais en course il a été très très bon. Très bonne gestion des pneus. Je pense que s'il avait été un peu plus agressif dans les 5-6 derniers tours, il aurait peut-être pu essayer d'aller chercher Esteban Ocon. Bon, après peut-être qu'il avait plus non plus énormément de fraîcheur au niveau des pneus, Lance Stroll. Mais voilà, un bon week-end, ça va lui redonner des points, un peu de baume au cœur, puisque l'année 2021 n'a pas été facile pour le pilote canadien. C'est l'heure des pilotes moyens, les pilotes qui ont entre 13 et 9 sur 20. Pas mal de pilotes moyens, on va essayer d'aller quand même assez vite. Je commence avec Carlos Sainz. J'ai mis que 13 sur 20 à Carlos Sainz, pourtant il domine Charles Leclerc pendant tout le week-end, mais j'ai mis des points de pénalité par rapport à son week-end, c'est ses défenses. Ses défenses de position, je trouve, sont dangereuses. Il y a vraiment les zigzags qui sont beaucoup trop importants pour Carlos Sainz, et ça ne me plaît pas. Je trouve que vraiment à certains moments c'est vraiment à la limite du très dangereux. J'aimerais qu'on lui mette un drapeau noir et blanc pour lui expliquer que ce type de manœuvre n'a rien à faire sur un circuit de Formule 1. Donc c'est pour ça que je mettrai sur 20. Sinon après le week-end a été bon, encore une fois il finit devant son équipier, il lui a collé une tôle en qualification. En course il y a quand même une différence entre les deux pilotes. Mais j'avais vraiment eu un souci avec ça, avec ses défenses de position en début de course. Et je suis pas sûr en plus que ça l'ait pas ralenti par rapport à son classement, parce que quand tu vois qu'il finit quand même qu'à 2 secondes à peine d'Esteban Ocon, quand tu te dis s'il avait été peut-être un peu moins accrocheur dans ces phases de dépassement, enfin dans ces phases-là de protection de position, peut-être qu'il aurait perdu moins de temps et qu'en fin de Grand Prix, il aurait pu dépasser Stroll ou Ocon et gagner encore une position et des points au championnat. Pilote 12 sur 20 pour Sergio Pérez. Il fait le minimum syndical ce week-end, Sergio Pérez, mais en termes de rythme, c'était pas ça, que ce soit en qualification en course. Pas top, vraiment pas top. Je trouve que en qualification il arrive pas en Q3, ça c'est un peu c'est toujours un peu compliqué quand on est pilote Red Bull quand même. En course le départ était pas dingue, mais ensuite il a trouvé un bon rythme, mais même l'écart est énorme, et puis il a jamais pu aller chercher Fernando Alonso qui pourtant n'avait pas une stratégie idéale. Donc il y a eu un vrai déficit de performance pour Pérez. Voilà, il y a des week-ends comme ça où c'est un peu plus dur. Alors il apporte des points importants quand même au championnat constructeur, c'est pour ça que je mets 12, parce que championnat constructeur Red Bull revient. Et c'est vrai qu'il fait un meilleur week-end que Bottas. Vous verrez que Bottas a largement une moins bonne note que Sergio Pérez. Malgré tout, le week-end est pas suffisamment bon pour le pilote mexicain pour mettre une meilleure note que celle-là. Vettel, 12 sur 20.
J'ai mis 3 points de moins qu'à Stroll pour Vettel. Il finit 10e. Il avait un meilleur rythme en qualification, mais en course c'était un peu moins bien. Puis surtout, il finit derrière Stroll. Pour ça que la note est moins bonne. Et le rythme en course entre les deux, il y avait vraiment une vraie différence entre Vettel et Stroll. Oui, c'est dommage. C'est dommage pour Vettel, surtout qu'en qualif, il se rate un peu aussi sur son tour de Q3, où voilà, il finit à 1 seconde 9 de Hamilton, et donc quasiment à 1 seconde 7, 1 seconde 8 d'Esteban Ocon qui part 9e, enfin qui est 9e juste devant lui. Donc là aussi, c'est dommage parce que quand on est en Q3, qu'on a une Aston Martin cette année, on sait que c'est pas forcément tous les jours la fête. On essaie quand même d'être un peu meilleur en qualification et de pas rater son tour comme il a pu l'effectuer. Et puis non, c'est un week-end peut-être un peu moins bon, tout simplement pour Vettel. Après 12 sur 20, ça reste une note. C'est c'est à la limite des encouragements, on va dire. Voilà, il a fait le taf, il a fait le boulot, comme je dis toujours, mais bon, Stroll, il a fait plus que le taf ce week-end. Leclerc, 11 sur 20. Il aurait pu avoir une moins bonne note, Leclerc. Heureusement, son Grand Prix lui sauve pas mal les fesses. Ça fait partie, voilà, comme je disais, des pilotes qui ont eu un week-end très particulier avec une qualification où il est nulle part, mais vraiment nulle part. Pas du tout de rythme en qualification. Surtout si on compare avec son équipier, quoi. L'écart de performance est énorme. Il y a plus de 6 dixièmes. Alors que normalement, ils sont toujours dans le même dixième en course. En qualif, c'est vraiment le duo de pilotes peut-être le plus homogène cette année avec le duo de pilotes de chez Alpine en termes de rythme. Et là, il était nulle part, Charles Leclerc. En course, ça a été un peu mieux. Mais on peut pas nier que je note le week-end complet, moi. Et heureusement qu'il y a eu la course pour Leclerc, parce que sinon, si sur la course il finit 10e ou 11e, c'est vraiment une mauvaise note qui se tape. Là, c'est un week-end moyen. C'est un week-end moyen parce qu'il finit quand même derrière Sainz aussi en course. Et puis, c'était un week-end où il pouvait vraiment marquer des points pour remonter au classement général sur Lando Norris. Il remonte, mais pas suffisamment à mon goût. Donc c'est pour ça que je mets seulement 11 sur 20 pour Charles Leclerc. J'aurais attendu un peu mieux. Lando Norris, on enchaîne aussi avec un autre pilote. Week-end difficile pour Lando Norris parce que d'un côté il fait une très bonne qualif avec le quatrième temps. Enfin avec le quatrième temps, avec la quatrième place sur la grille de départ, pas le quatrième temps. À 6 centièmes de Fernando Alonso. Le problème, c'est qu'en course, pas de rythme, comme Pierre Gasly. Alors, il prend quand même les points de la 9e place, donc c'est pour ça que je lui mets une meilleure note qu'à Pierre Gasly. Mais bon, pas de rythme de course. Et puis, encore une fois, on sent que McLaren, on marque vraiment le coup depuis le Grand Prix de Russie, avec une grande difficulté à marquer des points chez McLaren, alors que c'était une équipe qui était vraiment en capacité de faire 3e, 4e, sur certaines courses quand il y avait des dégâts devant ou quand Perez n'était pas au niveau. C'était une équipe qui, à la régulière, faisait souvent 5 et 6 ou 6 et 8 ou 5 et 7. Enfin, vous voyez, dans ces eaux-là, sur beaucoup de courses, il y a eu quand même une victoire en Italie, un doublé en Italie, à Monza. Mais bon, ce week-end, encore une fois, ils sont un peu nulle part en termes de rythme. Alors lui, il s'en sort Norris mieux que Ricciardo, mais j'espère c'est parce qu'il travaille énormément sur la voiture de l'année prochaine. Mais bon, c'est dommage parce qu'il y avait une belle 3e place à aller au championnat constructeur. Moi, je pense que ça va être très compliqué. La 5e place de Norris au championnat du monde pilote, je pense qu'il va avoir du mal à la conserver aussi sur les 2 dernières courses. Alors que les voyants étaient plutôt au vert jusqu'à maintenant pour Lando Norris. Puis je termine du côté des pilotes moyens avec Tsunoda, 9 sur 20 pour Tsunoda. Voilà.
Non, mais c'est un week-end. Il est quand même encore derrière Gasly. Alors il rentre en Q3. C'est plusieurs fois qu'il fait ça. Encore une fois, plus à l'aise sur les circuits qu'il ne connaît pas que sur les circuits qu'il maîtrise. Donc là, c'est quand même assez aussi bizarre de ce côté-là. Ce qui montre peut-être une inexpérience assez importante même sur les circuits qu'il connaît. Ça veut dire qu'il ne maîtrise peut-être pas les circuits qu'il connaît le plus, parce que même les circuits sur lesquels il va le plus, il y est allé 2 fois, 3 fois dans sa carrière, 4 fois au maximum, ce qui est pas beaucoup, et qu'il y aurait peut-être un travail à faire énorme au niveau simulateur pour travailler sur ces pistes-là, pour prendre de l'expérience sur ces pistes-là, peut-être aussi avec d'autres types de voitures, d'autres types de monoplaces, peut-être avec des F3 et des F2, de rouler sur ces pistes-là pour prendre énormément d'expérience. Mais peut-être qu'ils feront ça cet hiver, qu'il aura un week-end studieux du côté de Faenza. Et Tsunoda, oui, la course, il est dans la même situation que Gasly, c'est-à-dire qu'il n'a pas de rythme, donc c'est difficile de noter ce Grand Prix pour Tsunoda. Moi, j'ai mis 1 point de moins que Gasly, parce qu'il me semble qu'il était quand même un peu plus en difficulté que Pierre Gasly. Après, bon, c'est pas non plus... on a vu pire chez Tsunoda, mais on attend d'une AlphaTauri qu'elle soit dans les points cette année, vu le niveau de performance qu'ils ont montré depuis le début de saison. Donc quand ils sont en dehors du top 10, forcément la note est négative. Voilà, il n'a pas la moyenne, parce que c'est pas suffisant. Mais surprenant encore de voir que Tsunoda est plus à l'aise sur les circuits qu'il ne maîtrise pas que sur les circuits qu'il maîtrise. On passe tout de suite au bonnet d'âne. C'est l'heure des cancres de ce week-end, des mauvais élèves, ceux qui étaient au fond de la classe, au fond du peloton de la Formule 1, les bonnets d'âne. Et on commence tout de suite avec Kimi Raikkonen, 8/20 pour Kimi Raikkonen. J'ai envie de dire un week-end, les week-ends se ressemblent quand même beaucoup chez Alfa Romeo depuis le début de saison. J'ai rarement mis des très bonnes notes à Raikkonen, tout simplement parce que la voiture n'a que très rarement plutôt, c'est mieux, que très rarement fonctionné. On a une voiture qui a été insuffisamment préparée pendant l'hiver. Je pense qu'on a eu quand même une régression des résultats quand on compare aux résultats qu'avait réussi à faire Charles Leclerc, notamment il y a quelques années désormais. Et par rapport aux résultats que fait aujourd'hui cette équipe, c'est très difficile quand même, très difficile. Alors je sais bien qu'il y avait que Charles Leclerc qui arrivait à être très performant. Bon, à côté c'était quand même Ericsson qui est quand même pas le meilleur pilote de la Terre. Là aujourd'hui, les résultats sont quand même très mauvais. Alors Raikkonen il fait... Quand on me dit chez Alfa Romeo, on voit beaucoup d'interviews qu'il est démotivé. Bon, je suis pas aussi convaincu que ça par sa démotivation. Je trouve quand même qu'il fait beaucoup d'efforts dans une équipe qui n'est pas au niveau, qui aujourd'hui n'est pas très performante. Mais encore une fois, quand le niveau, le rythme n'est pas suffisamment bon, c'est compliqué de rouler et d'être meilleur, quoi, hein, tout simplement. La voiture n'est pas très bonne. Alpha, ils auront un énorme travail quand même l'année prochaine. Bon, le fait que Andretti n'achète pas l'équipe, enfin pour le moment ça semble enterrer cette histoire avec Andretti, ça montre que du côté de chez Fiat et du côté de chez Stellantis, le groupe qui est au-dessus de Fiat, on a toujours envie d'avoir 2 équipes d'un même groupe de constructeurs en Formule 1. Mais bon, il va falloir quand même mettre des moyens au bout d'un moment pour avoir des résultats, parce que là, ça commence à être compliqué. Je suis bien content que ça soit Zhou l'année prochaine en Formule 1 et pas Pourchaire, parce que il se pourrait que Pourchaire se casse les dents avec cette voiture. En ce moment, je suis pas sûr que Sauber, vu les résultats et vu le niveau du moteur Ferrari, je trouve pas qu'il ait énormément progressé, ce moteur Ferrari. Eh bien, c'est un petit peu compliqué, je trouve, de commencer dans cette équipe. Je continue avec Daniel Ricciardo. Week-end difficile pour Daniel Ricciardo, devancé quand même, que ça soit en qualification et en course, par Norris, et pas qu'un petit peu en qualification.
En course, ça allait légèrement mieux, mais quand même, quand vous regardiez les pilotes, il finit quand même devant Tsunoda, Raikkonen, Giovinazzi, Schumacher, Russell, Mazepin. Voilà, si Bottas finit le Grand Prix, il finit 13. C'est pas top pour Daniel Ricciardo. Encore une fois, un niveau de performance qui est très inconstant cette année. Il y a parfois ça a très bien marché. Il était quand même plutôt sur une bonne série où il devançait Lando Norris, mais c'est quand même une saison décevante pour Daniel Ricciardo. Et je pense que sa notoriété, sa réputation est plus atteinte cette année par les résultats chez McLaren que par ses résultats lors de sa première année chez Renault. Parce que ça fait quand même 2 fois là que les résultats sont pas bons. Et on va commencer à avoir des doutes. C'est vrai que les équipes, par exemple, qui vont recruter, je sais pas, Ricciardo aussi. Il y a une époque, on nous disait quand même, Daniel Ricciardo, il ira chez Ferrari. Bon. À une époque où Ferrari trichait sur son moteur. Donc à une époque où Ferrari était haut dans les résultats. Aujourd'hui, par exemple, si Hamilton part à la fin de saison, c'est jamais. Il déciderait d'arrêter comme ça, de manière spectaculaire. Je suis pas sûr qu'on recruterait pas Lando Norris chez Mercedes, plus que Ricciardo. Ou qu'on irait chercher un Pierre Gasly chez AlphaTauri. Je suis pas sûr qu'on irait chercher foncièrement un Daniel Ricciardo, qui pourtant a de l'expérience, mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu cramé quand même pour les top teams ces dernières années. Et c'est un petit peu triste. Et ce week-end, pas de performance. Pas de performance avec la voiture. Donc, alors McLaren n'a pas été foufou, mais Lando Norris, il a quand même réussi à s'en sortir sur un tour lancé. Très clairement, j'aurais mis 11 ou 12 s'il avait fait Q3, mais il fait même pas Q3. S'il avait fait Q3 et s'il avait fini 11e, oui, j'aurais mis une meilleure note. Mais il finit 12e et pas la Q3, donc voilà, 8 sur 20. 7 sur 20 pour Antonio Giovinazzi. Pas un très bon week-end non plus pour Antonio. Je pense que voilà, devancé encore une fois par Raikkonen, c'est pour ça qu'il a un point de moins. Mais encore une fois, cette Alfa Romeo n'est pas une excellente voiture. Donc voilà, compliqué d'être très performant quand la voiture n'est pas très bonne. Je vais pas en parler beaucoup plus, mais c'est sûr qu'il ne laissera pas un souvenir impérissable de son passage en Formule 1. Giovinazzi, à part peut-être le jour où elle s'était crashée lors du tour de formation, c'était au Grand Prix de Turquie l'année dernière. Mais c'est presque le seul souvenir qu'on a de Giovinazzi en F1, quoi. C'est un pilote qui est passé sans vraiment faire de coups d'éclat en Formule 1. À part encore une fois le Grand Prix de Turquie l'année dernière, je peux pas vous citer un autre moment. Et son crash au Grand Prix de Chine quand il avait roulé chez Sauber. Mais il y a quelques années, à l'époque où les Sauber étaient bleus et jaunes, avec Felipe Nasser. Mais bon, aujourd'hui, c'est quand même un pilote qui n'a pas marqué en Formule 1, quoi. Il a fait 4 ans, 5 ans, je sais plus. 4 ans peut-être en Formule 1. On s'en est à peine aperçu. Bottas, 7 sur 20. Qualification qui n'était pas mauvaise, même si Verstappen lui passe devant sur le dernier tour lancé. Bon. En course, nulle part. Nulle part, il faut dire la vérité. Quand tu es dans l'une des 2 meilleures voitures de Formule 1 aujourd'hui du monde. Il n'y a pas de doute. Voilà. Comment tu peux te retrouver dans une situation où tu te bats pour la 12e place? Il n'a jamais réussi à remonter. Il prend un mauvais départ, ok. De toute façon, Bottas, c'est un bon départ pour 5 mauvais départs. C'est à peu près ce ratio-là. Il prend des fois des départs stratosphériques, mais je pense qu'il prend énormément de risques sur son lâcher d'embrayage et sur ce paramètre-là, et ce qui fait que les 3 quarts du temps, il patine. Ok, tu prends un mauvais départ. Mais de là à te faire engueuler par Toto Wolff,
De là à être obligé d'abandonner parce que de toute manière, le résultat sera catastrophique et que tu n'es même pas en mesure d'aller chercher le meilleur tour en course. Là, c'est un peu compliqué de défendre. Et c'est vrai qu'on peut avoir des doutes quand même sur ses capacités à performer l'année prochaine chez Alfa Romeo. Quand vous voyez qu'à chaque fois qu'il est dans le peloton, il n'arrive pas à dépasser, il n'arrive pas à avoir un bon rythme en course. Enfin, oui, il y a un moment, il faut aussi se dire que l'année prochaine, c'est ce qui va lui arriver, hein, parce que quand tu vois le niveau de l'Alfa Romeo, ça m'étonnerait que l'Alfa Romeo arrive à gagner des courses l'année prochaine. Bon, on fait comment pour la bagarre en peloton? Pour cette fameuse guerre du milieu de plateau qui joue parfois en fin de saison à 3-4 points au championnat du monde? Je pense que ça va être très compliqué. Hein. Enfin, moi, je suis pas confiant là-dessus. Russell, 7/20. Alors, la crevaison n'a pas aidé. Malgré tout, il n'avait pas une performance exceptionnelle. Alors, j'ai envie de dire qu'il fait le service minimum comme on a vu le faire beaucoup de fois cette année. C'est à se qualifier en Q2. Bon, ok, après en Q2, il part 15e. En course, il rétrograde assez vite et la crevaison n'a pas aidé. Il n'y avait pas de rythme pour Russell ce week-end. Schumacher finit devant lui. Bon. Ouais, pas de rythme. Et, la Williams était pas au top. C'est un circuit où il faut quand même pas mal d'aéro et un bon châssis. C'est un peu les petits soucis qu'a Williams. Latifi, 6/20. Voilà, un peu comme Russell, c'était la voiture qui marchait pas très bien ce week-end. Il est un peu en retrait par rapport à Russell, mais c'était pas non plus catastrophique. Dommage qu'il ait pas réussi à ramener sa voiture, mais il a crevé et il y a eu quand même une erreur stratégique de la part de Williams de pas le faire arrêter quand on a vu que il avait le même nombre de tours sur sa gomme que Russell. Donc forcément, si ça avait lâché avec Russell, ça allait lâcher avec lui, à part s'il avait des réglages diamétralement opposés à Russell. Là, il y a eu une erreur de la part de Williams. Bon, après, on peut se dire du côté de Latifi, on a économisé un moteur pour les prochaines courses. Mais bon, si on en est à économiser des moteurs à 2 courses de la fin de saison, et puis en plus, Arabie Saoudite, Abu Dhabi, je suis pas sûr que Williams s'en sorte extrêmement bien. J'espère que du côté de Williams, la restructuration se poursuit et que la voiture l'année prochaine sera bien meilleure et pourra se battre pour le milieu de plateau. Et puis on termine avec les deux pilotes A, Schumacher 6/20, il s'intercale quand même devant Russell, mais il faut quand même que Russell crève pour qu'il arrive à finir devant lui. Assez loin quand même en termes de performance pure. Alors il n'était pas complètement largué non plus, mais il était juste derrière. Il n'était pas complètement largué par rapport aux Alfa Romeo, mais j'ai l'impression que les Alfa Romeo, elles n'étaient pas en grande forme. Après, je suis pas... Enfin voilà, c'est un week-end comme les autres, j'ai envie de dire, pour Schumacher. Donc voilà, 6/20 et 5/20 même plutôt pour Schumacher. J'avais mis à 5/20. Bon voilà, le niveau de performance n'était pas incroyable. Et puis Mazepin 5/20. J'ai mis la même note qu'à Schumacher parce que il y a un gros déficit de performance ce week-end du côté de Mazepin, mais en même temps, il a quasiment pas roulé avant les qualifications. Donc comment veux-tu être performant quand tu roules pas jusqu'aux qualifications? Tu peux pas faire de miracle. Sur un circuit en plus qu'il ne connaît pas, avec une équipe qui ne connaissait pas le circuit, on peut pas dire que ce soit l'équipe qui fasse le plus de travail de simulateur non plus, donc tu peux pas faire des miracles non plus. À un moment, je veux bien qu'on soit méchant avec Mazepin, mais voilà, là, je mets la même note qu'avec Schumacher, parce que l'écart de performance est tout à fait logique vu le manque de roulage qu'il a eu ce week-end. On passe au classement du championnat du monde, des championnats du monde, et on commence avec le championnat du monde pilote. Verstappen en tête avec maintenant peu de points d'avance sur Lewis Hamilton. L'écart s'est vraiment réduit. Il y a 8 points d'écart entre les deux pilotes. On retrouve ensuite Bottas qui a 13 points d'avance sur Sergio Pérez pour la bagarre pour la 3e place du championnat du monde pilote. On retrouve ensuite Lando Norris qui n'a plus qu'un point d'avance sur Charles Leclerc, puis Carlos Sainz qui remonte également sur ces deux pilotes-là. Ensuite Ricciardo, Gasly,
Fernando Alonso qui avec son podium remonte à la 10e place au classement général. Et puis on a Esteban Ocon 11e, Vettel 12, Stroll 13, Tsunoda 14, Russell 15, Raikkonen 16. Et je pense que Raikkonen, Latifi, Giovinazzi ou encore Russell risquent de ne pas prendre beaucoup de points d'ici la fin de saison. Et Stroll, cette 6e place lui permet quand même de faire un petit écart sur Yuki Tsunoda pour la 13e place du championnat du monde pilote. Et puis on passe au classement du championnat du monde constructeur. Mercedes en tête avec 5 points d'avance sur Red Bull. Et oui, l'abandon de Bottas et le manque de performance de Bottas, ça coûte quand même beaucoup de points. On retrouve ensuite Ferrari qui a fait le break sur McLaren avec quasiment 40 points d'avance. On retrouve ensuite Alpine, 25 points d'avance sur AlphaTauri, 25-0 ce week-end, fait extrêmement mal pour la bagarre pour la 5e place. Et puis ensuite Aston Martin qui fait un bon week-end et qui revient à une quarantaine de points d'AlphaTauri. Normalement, AlphaTauri pour la 6e place, il devrait être tranquille. Et puis ensuite, Williams, Alpha et As qui n'a toujours pas marqué de points. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour des nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!